Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne Mental Ways. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Larcher. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, Aurore Larcher est venue aujourd'hui nous parler de la conscience éveillée, de l'éveil des consciences, voilà, et de tout ce retour aux enseignements du sacré. Alors, pour te présenter, Aurore, pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, voilà, tu es thérapeute, tu es spécialiste de l'hypnose et tu accompagnes beaucoup de personnes dans leur bien-être, dans leur développement personnel. Et tu vas nous expliquer tout ça. Mais tu vas nous expliquer tout ça par rapport à tout ce qui t'est arrivé, voilà, ces expériences, ce chemin de vie qui a fait qu'aujourd'hui tu es avec nous, que tu vas nous partager tes connaissances, tes expériences, ton savoir sur ce beau sujet qui est l'éveil de conscience. Parce que tu avais une vie classique hein, auparavant, voilà, tu étais membre de direction d'une grande entreprise dans un secteur très terre à terre, beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, j'imagine, un peu de stress, enfin, une vie très trépidante. Et puis un jour, il est arrivé quelque chose, hein, un bouleversement dans ta vie. Et tout ce qui s'en est passé fait qu'aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir pour nous parler de ce beau sujet, voilà, en lien avec les enseignements sacrés et cette conscience éveillée. Alors, merci Aurore, merci d'être avec nous aujourd'hui. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que pour toi la conscience éveillée? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quelle est ton appréhension, ta compréhension de cette conscience éveillée? Alors, ce que je peux en dire, c'est que, ayant vécu 17 ans en fait dans un monde extrêmement rationnel, hein, j'étais dans la performance des installations nucléaires, donc quelque chose de très, très difficile à haut niveau, hein. Donc, effectivement, j'étais dans l'ego, dans la volonté de réussir, dans la volonté d'avoir du pouvoir, dans, voilà, un peu comme tout le monde, même si c'est plus ou moins inconscient en fait. Et à cette époque-là, donc c'était métro, boulot, dodo, et j'étais vraiment complètement inconsciente en fait, complètement inconsciente de la vraie vie. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'important parce qu'au moment où j'ai eu cet éveil de conscience, en fait, tout s'est réveillé. Et là, pour moi, l'éveil de conscience, c'est s'éveiller à la vie, s'éveiller à ce que l'on est, s'éveiller au monde en fait, et surtout à notre âme, à ce que l'on est, nous, au fond de nous. Et c'est ce qui m'est arrivé en fait, hein. Donc je travaillais énormément, je voyais peu mes enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à un moment donné un problème de hanche. Je n'ai pas pu marcher pendant 2 ans. Donc la vie m'a mis à l'arrêt. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis, enfin j'ai eu une opération qui n'a pas fonctionné sur la hanche et j'ai pas pu marcher. Alors la difficulté de ça, c'est qu'il a fallu que je me remette en question, il a fallu que je tente de sortir de tout ça, il a fallu que je travaille énormément mes blessures, ce qui a été extrêmement compliqué en fait, hein. Et, euh, et je suis partie avec mon mari en Martinique et là j'ai vécu un éveil de conscience. J'ai vécu, pour essayer de soigner ma hanche, en fait, je m'étais mis très peu de temps avant à méditer et je me suis retrouvée dans mon jacuzzi. Alors, ça fait un peu rire tout le monde à chaque fois parce que le jacuzzi, bon, j'étais en Martinique, donc c'est normal. Enfin, ça arrive en tout cas d'avoir des jacuzzis en Martinique. Et là, je me suis retrouvée 100 mètres au-dessus de moi. J'ai ressenti tout ce qu'il y avait dans les arbres, je ressentais la nature, le vent, l'odeur du vent, enfin, je ressentais tout ce qu'il y avait autour de moi, en fait. Et dans l'espace d'une seconde après, j'avais vraiment, et ça c'était impressionnant pour quelqu'un de rationnel, en fait, qui est une chercheuse, je me suis retrouvée connectée à tout ce qui existe au monde, quoi, dans l'univers. C'est-à-dire, c'est comme si, finalement, l'univers rentrait en moi et que j'étais capable de tout sortir et de tout savoir au même moment, au même instant, en fait. Alors ça, c'était extraordinaire. Quand je me suis sortie de cette transe, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, je n'ai pas pris conscience, en fait, tout de suite qu'il y avait un éveil. Je n'ai pas pris conscience tout simplement parce que je ne connaissais pas la spiritualité, je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'un éveil de conscience, enfin, ça ne me parlait pas du tout, en fait. Mais j'en suis sortie avec le premier livre qui s'appelle La matrice originelle, donc, Entre science et spiritualité. Et là, j'ai écrit en 1 mois et demi.
Et puis, il m'est arrivé des tas de synchronicités et des expériences absolument extraordinaires après, quand j'ai compris que finalement, quand je partais en conscience modifiée, finalement, je ne voyais pas du tout la même chose que les autres et je ne ressentais pas la même chose que les autres. Donc, j'explique tout ça dans le livre avec des expériences pour lesquelles j'ai voulu vraiment avoir des preuves. Donc, j'explique ce cheminement. J'ai eu beaucoup de mal à parler de moi. Et c'est mon éditrice à Tré Daniel qui me disait non, il faut que tu parles de tes expériences. Oui, mais c'est moi. Donc, j'ai eu beaucoup de mal parce que je suis plutôt quelqu'un qui va parler de ce que je fais ou des recherches que je fais, mais pas de moi, en fait. Donc, du coup, j'ai décrit et puis aujourd'hui, j'en parle. Donc, pour moi, la conscience éveillée, c'est la conscience éveillée à soi. Et quand on est dans ce monde que moi j'appelle très yang, on n'est pas éveillé à soi. Parce qu'on a suivi l'éducation de nos parents, la société qui veut qu'on gagne bien sa vie, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et donc on a souvent, pas tout le temps, mais souvent suivi un chemin de papa veut ça, maman veut ça, de la société veut qu'on soit performant et donc je vais être performant. Et donc, on n'est pas raccordé à soi. Et donc, on ne se pose aucune question. Enfin, moi, je ne me posais aucune question. J'allais travailler, je gagnais ma vie, je la gagnais bien, j'avais mes amis, mon cercle d'amis. Je ne me posais pas de question si c'était moi ou pas, c'était la vie. Et c'est quand j'ai eu cet éveil que j'ai vraiment compris que non, être soi et avoir une conscience éveillée, ça n'a rien à voir avec être dans le monde et faire ce qu'on nous demande de faire, en fait, entre guillemets. Enfin, ou en tout cas, ce que nous-mêmes, on s'est imposé comme croyance limitante de on représente telle chose. Tout ça, ce sont des masques. Tout à Des fait, masques de... c'est des programmations, en fait, c'est notre programmation depuis qu'on est né, tout à fait. Mais complètement. C'est des programmations depuis qu'on est né et qui nous accompagnent tout au long de notre vie avec la vie sociétale que l'on a et ne nous permettent pas de savoir quelles sont nos aspirations profondes et qu'est-ce que l'on a envie dans cette vie-là, et qui on est en fait. Et qui ne nous permettent pas non plus de se connecter à une dimension autre. Et donc, il a fallu que je travaille énormément sur moi, que je comprenne qui j'étais et j'ai appris à me connaître, curieusement en fait, à connaître quelqu'un qui n'était pas du tout comme j'étais avant. C'est Voilà. passé par la méditation, l'acceptation, hein, ce que tu nous dis. L'éveil t'a permis cette acceptation, j'imagine. Alors, l'acceptation avait un peu commencé avant. Alors, c'est ce que j'explique dans le livre, avec une forme d'équilibre, c'est-à-dire que de très yang, au moment où j'ai eu ce souci de santé, il a fallu que je rentre à l'intérieur de moi et que j'aille chercher mon féminin intérieur, en fait, hein, que j'aille chercher la part de moi la plus... quelque part, c'est les ombres aussi, que j'aille regarder qui j'étais à l'intérieur. C'est les ombres, c'est l'inconscient, c'est la part un peu magique de ce que l'on est en fait, hein. Donc ça, c'était un premier travail. Et après, il y a eu cet éveil, je pense, une fois que j'avais accepté Mm. que ma situation était telle qu'elle était, que je ne pourrais plus refaire ce que je faisais avant et que il fallait que j'accepte ma vie telle qu'elle était et que bon, voilà. Et maintenant, il allait falloir trouver autre chose à faire. Et c'est là que l'éveil a eu lieu. Et puis après, s'en est suivi énormément de choses, hein. Quel est le lien entre ces symboles et l'éveil de conscience, ce que tu as vécu, ce que nous apprend les enseignements ancestraux? Quel est ce lien aujourd'hui? Alors en fait, ce que j'ai découvert à travers les recherches et puis à travers aussi l'intuition que j'ai eue, parce que ce livre, les deux livres d'ailleurs, se sont écrits en fait à travers finalement, je pense, une forme d'intuition vraiment, c'est que les symboles ancestraux, c'est la genèse et la source de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je sais, c'est que la philosophie, la psychologie, les sciences en fait, hein, se sont basés sur les symboles ancestraux, sur la mythologie, sur énormément de sagesse ancestrale pour nous donner la quintessence de ce qu'on voit aujourd'hui en philosophie ou en psychologie. Et donc, quand je suis retournée dans ces symboles, déjà, j'y ai vu ce que j'ai vécu en termes d'éveil de conscience. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans mon cheminement depuis que j'avais été mise à l'arrêt,
avec ce problème de hanche. Et dans cet éveil, je dirais, divin peut-être, ou lumineux, je ne sais pas trop comment l'expliquer, parce que je ne suis pas une croyante forcément, même si maintenant je sais qu'il y a quelque chose. Mais donc, les symboles amènent ça, c'est-à-dire que nos anciennes civilisations, et ça date des fois de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ quand même, hein, donc ils savaient déjà ça. Ils avaient déjà compris cet éveil de conscience, et ils avaient compris que c'était possible. Donc, ce que j'ai décortique en fait dans le livre, c'est finalement observer ce chemin. Faites cet effort de travailler sur vous pour pouvoir accéder à ça. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter une de vos expériences? Parce qu'on Oui, attend ça. oui, avec plaisir. Alors, une expérience qui est intéressante, c'est l'expérience que j'ai faite avec mon éditeur, en fait. J'étais en formation d'hypnose. Et donc là, je m'étais aperçue que je partais en transe très facilement, que je voyais des tas de choses et que c'était impressionnant. Et, euh, et je m'étais dit, moi je voulais pas, hein, je voulais pas partir en transe. Enfin, j'avais peur en fait. Je me disais, mais c'est pas possible, je ne peux pas vivre des choses comme ça. Je ne veux pas en fait. Et puis mon corps en fait voulait absolument partir en transe en fait, hein. Je sentais l'appel en fait de ça. Et donc je me souviens avoir écrit à mon groupe à ce moment-là de WhatsApp de personnes qui étaient avec moi. Je dis, bon, puisque je dois partir, eh ben, on va faire quelque chose. Je vais aller voir mon éditeur pour lui dire que ce serait bien quand même qu'il prenne mon livre. C'était le premier livre, La Matrice originelle, parce qu'il est bien. donc, je me dis, OK, je m'allonge. Et donc, je m'allonge et puis je pars. Et là, je me vois en fait dans une vieille bâtisse parisienne. Et puis, je me vois au-dessus de lui. Il y avait d'autres femmes autour, voilà, un peu plus jeunes. Enfin, et je me vois au-dessus de lui. Et puis là, je lui dis, mais exactement comme je te parle, hein. C'est-à-dire, parce que moi, je prenais ça vraiment à la légère, en fait, hein. Donc, je lui dis, quand même, ce serait bien que tu m'envoies un mail et que tu me dises que mon livre, tu le prends dans tes éditions. Parce que j'avais pris Très Daniel, parce que je m'étais dit, c'est vraiment lui que je veux, en fait, pour mon livre. Et donc, je fais ça, je dis, parce que quand même, voilà, il parle de ça, de ça, de ça, donc ce serait bien. Pouf, la transe s'arrête. Le soir, mon mari rentre et je lui dis ça, je lui explique tout ça, et puis je vais me coucher. Et à 1h du matin, on a un décalage horaire en Martinique de 6h, donc à 1h du matin, je m'en suis aperçue plus tard, bien sûr. Je reçois un mail. Donc, c'était monsieur, je vais peut-être taire son nom, mais c'est l'ancien président de Dervy qui me dit votre livre est vraiment, j'ai beaucoup aimé, je tiens à le prendre dans mes éditions. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et donc, je me Magnifique. suis posé la question, je me suis dit, bon, parce que je suis quand même très rationnelle, hein, et je le suis toujours, hein, donc je suis toujours sceptique à tout, hein, faut le savoir en fait. Et je me suis dit, bon, ça peut être une synchronicité, ça peut être une coïncidence. Je trouve, c'était le moment, bon, voilà. Et en fait, il s'avère que j'ai vécu tellement d'autres choses, en fait, tellement d'autres choses dans lesquelles j'ai eu des preuves que je ne peux pas aujourd'hui me dire que c'est une coïncidence. C'est pas possible. Parce que, en fait, à chaque fois que je suis partie en transe, à un moment donné, moi, c'était un peu une condition. Je me disais, bon, il se passe quelque chose, mais moi, je vous préviens, hein, je veux bien vivre des choses, mais moi, il me faut des preuves. Si je n'ai pas de preuves, je ne vous croirai jamais. Bon, le problème, c'est qu'il m'en faut beaucoup parce que j'ai déjà eu beaucoup de preuves et j'ai toujours des doutes, toujours à me dire, bon, est-ce que... Voilà. Alors justement, Aurore, tu as reçu beaucoup d'informations, du savoir, un peu la jeunesse de tous ces symboles pendant cet éveil dont tu nous as parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire ces symboles, quel est le message qu'ils ont à nous transmettre en fait? Quel est le message qu'ils ont à nous transmettre, tous ces symboles? Alors, oui, le message fondamental de ces symboles-là, c'est que l'être humain a des grandes capacités d'évolution, sous condition, hein, de travailler sa manière de juger l'autre,
de faire des efforts sur la guérison de nos blessures, de travailler sur un certain nombre de sujets qui nous permettent en fait d'évoluer vers la sagesse. Et je me suis aperçue, parce que du coup, je suis rentrée dans ce monde un peu spirituel, qu'il y en a qui ont effectivement des capacités, mais qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce qui est très important, c'est d'évoluer vers cette sagesse. On peut avoir ces capacités parce que justement, on a eu cet éveil, on a eu une forme d'éveil qui nous amène à comprendre autre chose d'un autre monde en fait. Hein. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Et ce que ces symboles nous disent, déjà, ils nous montrent le chemin. C'est-à-dire, comment vous pouvez faire pour vous éveiller? Comment vous pouvez faire pour éveiller votre conscience? Et deuxièmement, ils nous montrent que c'est un chemin de sagesse. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est pas un chemin, c'est un chemin de sagesse pour soi. Et ça, je crois que c'est ça qui est important. C'est ça que les anciens ont voulu nous laisser. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler 2 ou 3 symboles et nous donner leurs explications, le message de sagesse qu'ils ont à nous transmettre? Oui, alors, oui, on va commencer par le yin et le yang, que beaucoup de gens connaissent. Hein. Le fameux yin et yang, c'est finalement la partie yang très active. C'est la partie blanche hein, que l'on voit dans le yin et le yang, qui est une part de nous qui est extrêmement active. L'ego est rattaché hein, souvent à cette partie. Et en fait, cette partie-là, bah, c'est nous en ce moment, enfin, c'est-à-dire le monde actuel, hein, le métro boulot dodo, il faut que je bosse, je ne sais pas qui je suis, j'accumule plein de masques, mais c'est pas grave, j'y vais, j'avance. J'ai besoin d'avancer, etc. Ça, c'est le yang. Et il y a la partie yin, la partie noire, que l'on voit hein, dans le symbole, qui est la partie inconsciente. La partie un peu magique de nous-mêmes, cette partie qui nous relie en fait à cette conscience supérieure ou cette conscience divine. Et en fait, cette partie-là, et d'ailleurs en hypnose on le voit, on est capable de faire des miracles avec cette partie-là. Hein. Cette partie-là, elle reste un petit peu en dessous. Et c'est la partie profonde, c'est presque, je dirais, je pense, mais c'est moi qui pense ça, hein, que l'âme est rattachée à cette partie-là. C'est-à-dire que l'âme est rattachée à cette partie plus sage, je dirais, hein, plus en tout cas neutre, plus, qui n'est pas rattachée à aucun ego en fait. Et il faut cet équilibre en nous de cette partie yang et de cette partie yin. Et la problématique, c'est que avant tout éveil de conscience, avant toute possibilité d'acquérir peut-être cette dimension un peu plus divine, il faut cet équilibre. Cet équilibre, il est important parce que aujourd'hui, dans ce monde trop yang, on ne peut pas avoir ces facultés d'évolution. En tout cas, il faut équilibrer avec notre yin. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est profondément. Il faut commencer à faire confiance un petit peu à cette part d'intuition que l'on a, à cette part de je ne sais pas qui je suis, mais allons-y, allons-y. À cette part de finalement je suis comptable, alors qu'en fait mon travail ça aurait été d'élever des chèvres. J'aurais aimé élever des chèvres, par exemple. Mais voilà, c'est connaître un petit peu cette part-là et se dire, mais en fait, je ne suis pas du tout dans ma voie. J'ai besoin de savoir qui je suis moi. Donc le yin et le yang, c'est déjà ça. C'est une part d'équilibre. Après, moi, je suis allée voir le caducée, parce que le yin et le yang, c'est vraiment la base d'énormément de symboles. Justement, Aurore, je voulais te parler du caducée. Certaines personnes connaissent, d'autres pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le caducée, justement? Oui, alors le caducée, en fait, aux États-Unis, il est le symbole de la pharmacie. Bon, chez nous, c'est pas tout à fait pareil. La pharmacie, il n'y a qu'un serpent. Mais en revanche, il veut dire la même chose, hein, c'est-à-dire l'évolution, la guérison, hein, vers finalement cette hauteur ailée, c'est-à-dire cet envol de soi. Il est très intéressant parce que dans la mythologie grecque, qu'est-ce qui s'est passé avec ce caducée? On a Hermès Trismégiste qui est finalement étudié dans énormément de sociétés secrètes. Hein. Hermès, dans la maçonnerie, par exemple. Hermès Trismégiste
C'est un dieu et il se balade dans un mont. Et là, il voit deux serpents jumeaux. Et là, donc, ce sont les deux serpents yin et yang, en fait. Et les deux serpents se battent en duel, ce qui est d'ailleurs le cas pour nous. C'est-à-dire que nous, quand on est yang, et notre partie yang et notre partie yin ne sont pas du tout d'accord, en fait, hein, puisque notre partie yin, c'est le calme, la douceur, la partie yang, c'est on bouge. Donc, ils se battent. Hermès prend alors son bâton magique, en fait, et il va planter le bâton entre les deux serpents. Et là, à ce moment-là, les deux serpents se figent. Et qu'est-ce qu'ils font, les deux serpents? Ils s'enroulent dans une évolution constante vers le haut. Ils s'enroulent autour du bâton. Et en fait, ça, c'est la genèse finalement du caducée. Et c'est-à-dire que ces deux serpents trouvent cet équilibre. Donc on revient au yin et au yang. Et dans cette montée, cette évolution d'eux-mêmes, qui n'est pas facile. Alors Aurore, tu viens de nous expliquer le yin et le yang et le caducée. Que peux-tu nous dire justement d'Isis et d'Osiris par rapport à ces symboles? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, effectivement, l'histoire d'Isis et d'Osiris, donc dans la mythologie égyptienne, elle est extrêmement intéressante dans tout ce qu'elle nous apporte, même par rapport au chamanisme d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Osiris est un roi égyptien brillant qui amène énormément de choses. Et il est très jalousé par son frère Seth. Il est marié à Isis, qui est aussi sa sœur. Et en fait, dans l'histoire, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Isis représente la partie yang, la partie yin. On refait. Tu couperas à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Osiris représente la partie yang, la partie active, la partie qui exerce, qui fait les choses, mais qui ne sait pas vraiment qui elle est, puisqu'il est roi et c'est comme ça, c'est de descendant en descendant. Isis, elle, représente la partie yin, la partie lunaire, la partie féminine, la partie magicienne, en fait. Et Seth représente l'ego. Et dans cette histoire, Seth, donc l'ego, parce que Seth, c'est le jaloux, celui qui est haineux, celui qui veut tout faire pour détruire les choses, etc., va aller tuer Osiris. Et je vous le fais rapidement, il va aller mettre les morceaux d'Osiris dans le Nil. Et Isis, très amoureuse en fait de sa part yang finalement, hein, de sa part d'elle-même, parce que Isis et Osiris sont aussi frères et sœurs, va aller chercher les morceaux d'Osiris et va les rassembler pour constituer une momie. Donc ça, c'est dans la mythologie, hein. C'est dans finalement les explications que l'on donne au peuple. Donc, elle va rassembler l'ensemble des morceaux et elle va créer, en fait, elle va le faire revivre et le faire revivre sous forme de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, et là, il y a une analogie forte avec le chamanisme, c'est que dans le chamanisme, on fait le chaman, donc l'homme médecin de l'époque, hein, le scientifique finalement presque de l'époque, hein, va récupérer les morceaux d'âme des êtres pour pouvoir les reconstituer en fait et faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et bien dans cette mythologie égyptienne d'Isis et d'Osiris, c'est la même chose. C'est-à-dire que Isis, la partie yin de nous-mêmes, la partie inconsciente, va aller chercher tous les morceaux d'âme d'Osiris et va le reconstituer. Et à ce moment-là, donc là on est vraiment dans une analogie, hein, il va renaître, mais il ne va pas renaître en tant qu'être humain, il va renaître en tant que Dieu. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que finalement, en rassemblant les morceaux d'Osiris, ou les morceaux d'âme d'Osiris, elle va réussir à créer un dieu. Ce qui est incroyable aussi avec le caducée, donc là on a bien le yin et le yang hein, dans les Isis et Osiris. Ce qui est incroyable avec le caducée, et là vous allez voir aussi cette analogie-là, c'est que le caducée, à la fin du caducée, on a les ailes, on a des ailes qui sont déployées. Et en fait, ce qui se passe au moment où Isis va créer, enfin,
Osiris en tant que Dieu, elle va déployer ses ailes, on la voit dans tous les hiéroglyphes, déployer ses ailes pour créer, pour faire l'amour avec lui en fait, hein, donc pour fusionner finalement le yin et le yang, elle va déployer ses ailes pour créer le Dieu. Donc elle va déployer ses ailes pour créer la part divine. Et là, on est toujours dans le symbole de la guérison du caducée. Vous voyez tous les liens qu'il y a, et le caducée n'a rien à voir avec l'Égypte ancienne. Donc en fait, il y a énormément de liens là-dedans. Et donc en déployant ses ailes, elle va finalement le guérir et le transformer en Dieu. Et c'est exactement ce qui nous arrive, nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a travaillé sur nous, à partir du moment où on va chercher nos morceaux d'âme et qu'on va se faire aider peut-être pour pouvoir les rassembler, guérir nos blessures, faire en sorte qu'on comprenne qui on est vraiment, on va se rassembler. Et à ce moment-là, on va pouvoir atteindre notre part divine, qui se traduira par, peu importe en fait, je dirais, mais on va atteindre notre part divine. Et c'est ça qui est important dans le livre que j'ai écrit, c'est qu'il y a tout ce cheminement-là qui était écrit par ces anciennes civilisations, repris par la philosophie, la psychologie, etc. Mais tout ce cheminement est là. Et il va même encore plus loin après avec l'arbre de vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet arbre de vie on est nombreux à le connaître hein, dans les symboles, on le porte en bijoux, comme d'autres symboles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet arbre de vie aussi? Alors, l'arbre de vie, je comprends hein, pourquoi, au niveau symbolique, en tant qu'arbre, il a été adoré par beaucoup de monde. Hein, parce que, au-delà de l'arbre de vie, il y a des explications extrêmement précises sur l'évolution humaine à travers l'arbre des séphirotes, qui s'appelle l'arbre de vie, en fait. Sauf que là, il est détaillé, cet arbre des séphirotes. Et cet arbre des séphirotes, c'est le cheminement de l'éveil de conscience. C'est toutes les étapes, vous voyez dans les cercles qui sont affichés dans l'arbre de Séphiroth, il y a toutes les étapes par lesquelles l'être humain va devoir passer pour pouvoir éveiller sa conscience. Alors c'est facile à dire, mais quand on doit passer toutes ces étapes, ça ne se passe pas comme ça en un clin d'œil, il faut du temps. Et donc, on va passer par des étapes différentes qui vont être les étapes du retrait du jugement, par exemple. Et ce n'est pas forcément simple. Parce que des fois, on voit qu'on a beau avoir travaillé là-dessus, ben on revient et puis on se dit, mais là, j'ai jugé là. Donc, on va devoir travailler là-dessus, c'est-à-dire être apaisé par rapport au jugement de l'autre, mais aussi par rapport à la manière dont nous, on va juger les autres. Et donc, ça, ce n'est pas simple. On va travailler sur les efforts à faire pour pouvoir guérir nos blessures. On va travailler sur le discernement. Le discernement, c'est, bon, par exemple, moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le discernement, sur quand il m'arrive des choses, j'essaye toujours de faire la part entre la réalité, c'est-à-dire ce que je ressens vraiment au niveau de cette conscience, et puis ce qui n'est pas de l'ordre de cette conscience, et ma mémoire ou mon mental qui me fait défaut. Et ça m'arrive, bien sûr. Et ça m'arrive des fois de faire des transes où mon cerveau m'emmène dans des trucs, et puis je me dis, ah, c'est vrai, c'est pas vrai, peut-être que c'est vrai. Et là, j'ai mon ego qui me dit, oh, ce serait bien que ça soit vrai. Et puis en fait, c'est pas vrai. Voilà. Donc le discernement, c'est ça, c'est être juste avec soi. Est-ce que ce que j'ai vu, c'est juste ou est-ce que c'est mon mental? Par exemple, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est très important pour moi de travailler là-dessus. Alors, l'arbre de vie, c'est vraiment la quintessence de l'évolution de l'être humain. Et donc, les étapes sont très claires sur la manière d'évoluer pour aller vers cette lumière divine. Et c'est comme ça hein, qu'il est exprimé. L'arbre de vie, il vient du judaïsme et en fait, il explique très clairement cette montée vers la lumière. Alors, je vais vous donner quelques étapes que je détaille vraiment dans mon livre sur la manière dont il va falloir travailler sur nous. La première étape, donc, c'est se séparer de l'illusion de l'apparence. Et là, vous voyez, c'est je suis dans mon monde très yang et en fait, je suis en train de m'apercevoir que moi, je ne suis plus
je ne suis pas adaptée à ce monde. Et donc, je vais me détacher de l'illusion, des croyances limitantes qui font que je suis dans ce monde-là, mais en fait, moi, non, c'est pas ça que je suis. Donc, se détacher de ça pour finalement s'ouvrir au rééquilibrage du yin et du yang. Et donc, de pouvoir se dire, non, 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 ok, je suis dans ce monde, mais ça, c'est qu'une illusion de ce qu'on doit faire. Et donc, moi, je vais me découvrir moi. Ça, c'est la première étape dont on a parlé. Après, c'est se sortir de la logique de la pensée abstraite. C'est-à-dire, enfin se sortir, c'est même pas se sortir, c'est finalement se sortir de l'apparence immédiate des choses et donc se dire ce que je vois n'est pas la réalité des choses. Ce que j'observe dans la vie n'est qu'un regard, un point de vue, mais n'est pas la réalité des choses. C'est-à-dire prendre conscience qu'au-delà de l'arbre que l'on voit, qui est physique, qui est présent, et ben derrière, il y a plein de choses. Il y a la vie, il y a la communication avec les autres arbres, il y a le fait que cet arbre va pouvoir nous permettre à nous de respirer. Il va y avoir plein de choses en fait. Donc c'est prendre conscience qu'au-delà du regard que l'on a, il y a bien autre chose. Vous savez d'ailleurs dans la vie, pour faire une aparté, aujourd'hui la science, et moi je suis plutôt scientifique, donc aujourd'hui la science n'a qu'un regard, qu'un seul regard. Et clairement aujourd'hui, on est arrivé dans un monde scientifique parce que l'évolution sociale nous a amenés vers ce monde-là, mais la science n'est qu'un seul regard. Il y a tout le reste derrière. Alors on a monté la science en quelque chose, il faut être scientifique, il faut absolument croire tout ça, et sinon ça n'existe pas, ce qui est faux, bien sûr. Au-delà de la science, il y a plein d'autres choses que la science n'a pas découvert. Donc voilà. Être capable de changer de position de perception, c'est-à-dire de se regarder, de se mettre en position observateur, de regarder le sentiment, essayer de comprendre l'autre. Et en fait, c'est toutes ces positions de perception qui font que notre seul regard, ce que tu disais, ce n'est qu'un point de vue personnel, en fait. Exactement. Donc, c'est ce travail-là de se dire, mais en fait, ce que je pense, moi, n'est qu'une petite chose parmi toute la réalité. Et donc, ça veut dire faire abstraction de son ego personnel en se disant finalement, j'ai pas forcément raison. Parce qu'il y a plein d'autres réalités, il y a plein d'autres vérités. Mais c'est s'ouvrir à ces autres vérités et comprendre qu'on puisse penser différemment. Donc ça, c'est un travail, c'est un énorme travail en fait. Un travail de toute une vie. C'est un travail de toute une vie. Alors, il faut essayer de le faire le plus vite possible, mais pour ça, c'est un énorme travail sur soi. Ensuite, une des phases aussi, c'est se libérer de la maîtrise du commentaire verbal. C'est-à-dire, et on est toujours dans l'ego, c'est finalement, on va pas faire de commentaires sur ce que dit quelqu'un. On va accepter qu'il pense différemment, qu'il soit totalement différemment de nous. Et on va garder nos propres commentaires pour nous parce que c'est du jugement, donc ça ne sert à rien. Donc on va finalement faire abstraction de ça. Ça veut dire qu'on va devoir travailler sur nos émotions. On va devoir travailler sur l'émotion qui nous dit de dire à l'autre « Ah, mais ce que tu fais, c'est nul » ou voilà. On va devoir travailler sur ces émotions. Et travailler sur ces émotions, c'est travailler sur ses blessures. Et c'est pour ça que je dis travailler sur les blessures pour évoluer et avoir cet éveil de conscience. C'est extrêmement important parce que c'est une clé fondamentale pour pouvoir évoluer, comprendre ses émotions. Donc, il y a ça. Il y a un énorme travail sur la poussée passionnelle. La poussée passionnelle, c'est quoi? C'est être totalement passionné par quelque chose ou par quelqu'un, parce que des fois, ça peut être par quelqu'un. Et quand on est passionné par quelqu'un, au final, c'est pareil. On met des écoutilles et on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Donc, l'idée, c'est de se dépassionner des sujets, se dépassionner de l'amour que l'on peut avoir pour quelqu'un, etc. C'est-à-dire prendre un peu ce recul pour s'ouvrir. Enfin, c'est toujours la même chose, ouverture de conscience. S'ouvrir, donc se dépassionner des débats, des choses pour s'ouvrir à quelque chose de plus sage, en fait. Donc ça, c'est la poussée passionnelle, c'est vraiment le travail sur les blessures, la conscientisation de la beauté des choses simples. Vous voyez,
moi, depuis que je me suis éveillée, et alors c'est extraordinaire parce que aujourd'hui, mais je regarde les arbres, je regarde la vie, il peut se passer n'importe quoi dans le monde en fait. Moi, j'observe autour de moi et je vois cette nature et je vois tout ce qui vit et qui grouille autour de moi. Et je peux presque les sentir et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire cette dimension vivante. Moi, je me sens jamais seule, hein. Bon, je suis mariée. En même temps, je suis mariée. Là, en ce moment, on est 6 à la maison. Mais je me sens jamais seule, même seule. C'est-à-dire, je me mets quelque part dans une forêt ou autour, même sur ma terrasse, je regarde les arbres en face de moi, je ne me sens jamais seule. Parce que j'ai vraiment pris conscience de cette dimension vivante qui est là et qui m'apporte énormément. Donc ça, c'est vraiment sortir de tout ça. Il y a aussi une autre dimension de l'arbre de Séphiroth. Et donc, pour tous ceux qui ont l'arbre de vie, en fait, sur eux, c'est bien parce que quelque part, il faut prendre conscience aussi de ça. Il y a une autre dimension, c'est la discipline. Et là, ça rejoint un petit peu les bouddhistes. Les bouddhistes, en fait, ils se mettent une discipline pour pouvoir être plus sages. Alors, je ne dis pas qu'il faut être bouddhiste, hein, parce que, enfin, en tout cas, être bouddhiste, pourquoi pas, mais je ne dis pas qu'il faut vraiment s'astreindre à une vie complètement sans rien autour. Mais en tout cas, il faut s'astreindre à une discipline d'évolution. Moi, par exemple, d'ailleurs, là, depuis quelques temps, je ne l'ai pas fait, j'ai bien vu la différence. Je m'astreins à une discipline de faire de la méditation au moins, alors tous les jours maintenant ça devient compliqué, mais au moins tous les 2-3 jours. J'essaye vraiment de prendre ce temps, de méditer, de partir en transe, de me connecter en fait à mon corps. Après, il vient ce qui vient, mais peu importe, de ressentir en fait tout ça, ou alors de me poser, de ressentir cette nature autour de moi. Mais il y a besoin de cette rigueur et de cette discipline de tout ce que je vous ai parlé avant, de tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de travailler vraiment sur soi, sur l'ego, sur le jugement, etc. Et ensuite, dans cette rigueur-là, il y a le mental excessif. On a ce mental qui est extrêmement yang et qui nous joue des tours, mais toutes les secondes. Parce que on est dans ce monde yang et alors là, c'est un énorme travail. Je pense que c'est peut-être même le travail le plus gros de la plupart des gens. C'est voilà, faire abstraction du mental excessif. Le mental est trop présent, ne laisse pas la place au yin. Donc, si vous voulez, pour éveiller sa conscience, pour avoir accès à une autre dimension, il faut absolument ouvrir les portes de plein de choses et surtout affaiblir ce mental. Chose qui est extrêmement difficile dans certains cas, mais c'est pourtant le chemin. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais moi j'aimerais bien avoir les mêmes ouvertures que vous, j'aimerais bien faire la même chose, et pourquoi vous exercez pas à faire plus que… » Je dis « ben non, déjà, je ne vais pas m'exercer à faire plus, finalement, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Je n'ai pas une vocation à faire quelque chose dans l'énergétique, en tout cas, ce n'est pas mon objectif. » Mais il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est que je travaille sur moi. Je travaille sur moi quotidiennement. J'ai compris ça. Et en fait, toute l'évolution que j'ai eue, alors moi, par contre, moi, j'ai vraiment l'impression que je n'ai pas le choix, hein. C'est-à-dire que dès que je dévie un peu, c'est comme si la conscience, ou il y a quelque chose qui me disait, tu reviens. Il y a un recadrage Voilà. qui s'opère si ça part un petit peu trop à gauche ou à droite. Ah, mais il y a un recadrage et des fois, le recadrage, j'aime pas trop parce qu'en fait, il va aller me faire gratouiller dans mes profondeurs, donc me faire vivre des choses que j'ai pas du tout envie de vivre parce que moi, j'ai envie d'être bien. Mais non, 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 tu vas vivre ça et tu vas apprendre de ça. Alors maintenant, j'ai compris. Donc, ok, C'est ce que tu j'y vais. disais, Aurore, tout à l'heure, cette recherche d'équilibre. Tu parlais des ombres. Il faut savoir connaître, apprendre ces ombres, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos peurs, quelles sont nos blessures, pour pouvoir les accueillir, les accepter et justement Exactement. retrouver cet équilibre. En fait, c'est tout ce que tu dis, c'est cette recherche d'équilibre à travers la connaissance de soi, en fait. Complètement. Et c'est pour ça qu'on a souvent fait abstraction dans ce mode énergétique, en fait. Et je crois que c'est là l'erreur, ou en tout cas le point d'arrêt, il me semble. Qu'il y a beaucoup d'énergéticiens qui vont dans l'énergétique. Et
ce qui est bien, parce qu'il y en a qui réussissent et qui font des choses extraordinaires. Mais on a oublié la dimension psychologique. Une blessure est une blessure. Et on aura beau, au niveau énergétique, faire des choses, à un moment donné, l'énergie ne nous demande pas ça. Elle nous demande de travailler. Elle ne nous dit pas, bah, tiens, tu vas aller voir un énergéticien et tout va être tout cuit, tu vas pouvoir t'ouvrir à plein de choses. Mais non, elle demande à ce qu'on travaille sur soi. Ça demande une conscientisation personnelle déjà. Une conscientisation personnelle extrêmement importante. Alors, avec toutes ces explications, Aurore, cet enseignement dont tu viens nous partager, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller aujourd'hui avec tous ces symboles? Comment les utiliser? Comment vivre avec eux au quotidien? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Quel est le message sur une vie de tous les jours? Sur une vie de tous les jours, le message, c'est pour finalement devenir soi, il faut travailler sur soi. Ça ne vient pas tout seul. Et pour s'ouvrir à sa propre lumière intérieure, il faut observer un travail intérieur. Il faut ouvrir à sa part yin. Moi, je pense qu'il faut méditer. Il faut beaucoup méditer parce que c'est comme ça aussi qu'on s'ouvre à cette dimension intérieure. C'est comme ça aussi qu'on arrive à comprendre qui on est, à ressentir simplement ce que l'on est dans notre corps. Et donc, il faut sortir du jugement, il faut avoir plus de discernement. L'ouverture de conscience, c'est une ouverture d'esprit et donc c'est une ouverture au monde. Alors, tout ce qui est trop fermé, comme l'ego, comme le jugement, comme la passion, tout ce qui nous restreint notre champ de vision doit finalement être ouvert. Voilà. Et donc, tout ce que l'on peut observer de soi qui va nous ouvrir à l'autre, nous ouvrir à la dimension de l'autre. À la limite, si quelqu'un d'autre n'est pas d'accord avec nous, eh bien, ok, il n'est pas d'accord, mais ouvrons-nous à cette possibilité qu'il ait raison, ou en tout cas qu'il ait une vérité dans tout ça. Donc, et c'est s'ouvrir à soi. Et je crois que moi, en fait, aujourd'hui, et je suis toujours sur ce chemin, Alors oui, je vis des choses qui sont assez extraordinaires, mais je fais extrêmement confiance à la vie. J'ai supprimé un peu cette rigueur, ce contrôle qui revient de temps en temps, mais de manière générale, je fais confiance à la vie. La moindre intuition, j'écoute. J'écoute ce que me dit la vie. J'écoute là où elle m'envoie. Et même si je n'ai pas envie d'y aller, je dis, bah, bon, elle m'envoie là, ça fait 2-3 signes qui m'envoient, j'y vais. Des fois, j'ai vraiment pas envie, mais j'y vais. Est-ce qu'on pourrait parler d'un retour au calme, d'un retour à notre source intérieure, cette sagesse intérieure? Oui, c'est vraiment un retour au calme. C'est vraiment un retour au calme et surtout, aujourd'hui, on est dans un monde de contrôle. C'est vraiment un monde où on va faire confiance à cette dimension divine. Et ce n'est pas évident. C'est comme si on ne pouvait plus rien contrôler. Mais moi, vraiment, avec tout ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive aujourd'hui, je peux vous dire que aujourd'hui, j'ai confiance en la vie. La vie n'a pas le même rythme de temps que nous, mais c'est pas grave. Je lui fais confiance et je suis son chemin. Et ça, c'est important, tout en travaillant sur moi. Donc oui, c'est un chemin de sagesse et c'est un chemin qui offre vraiment une dimension. Et j'espère que tout le monde pourrait y avoir accès à cette dimension parce que c'est merveilleux de se retrouver dans cet univers où on baigne dans je sais pas, dans quelque chose de cotonneux en fait. Et j'espère vraiment que tout le monde pourra trouver ça. Et j'espère à travers ce livre avoir donné toutes les clés de cette évolution-là et de ce travail à faire pour pouvoir atteindre ça. Parce que je suis persuadée que l'être humain, on a tous ces capacités-là. Mais qu'à un moment donné, il faut des fois un petit peu travailler dessus. Voilà, un vrai chemin de sagesse. Merci beaucoup, Aurore, pour tout ton partage, pour tous ces enseignements. Il y a plein de choses à retenir, c'est passionnant, on pourrait en parler des heures, mais ce que je retiendrai, voilà, il faut aller à l'intérieur de soi pour retrouver le calme et cet équilibre, mais ça passe par un chemin, et ce chemin, il est rempli de travail, il est rempli de travail sur soi, voilà, de non-jugement dont tu parlais, de discernement, de faire taire notre ego. Alors voilà, j'invite tous nos auditeurs à parcourir, à acheter ton livre, à le lire, parce qu'il est doux, il est apaisant. Voilà, c'est un bel enseignement.
Donc, merci beaucoup, Aurore, pour tout ce partage. Et puis, nous souhaitons à nos auditeurs, voilà, la sagesse, le chemin de la sagesse. Merci Oui. beaucoup, Aurore. Merci beaucoup, Laetitia. À bientôt. À bientôt.